flot lui manquait quand même, parfois. Des détails infimes, sa main qui passait dans ses cheveux châtains, le grain de beauté derrière son oreille et la mèche souple qui le cachait, son parfum sucré dans la salle de bain. Son manque d'ambition lui avait fait perdre cette fille, et puis un problème de communication. Ils se parlaient, s'écoutaient, partageaient, certes, mais quelque part, il ne saisissait jamais totalement ce qu'elle voulait lui dire. Mariam, est-ce que c'était facile d'accoucher d'un premier roman? Eh bien, c'était dans la suite logique des choses, en tout cas, dans l'envie d'écriture, puisque j'avais déjà écrit des nouvelles assez régulièrement depuis ma jeunesse, entre guillemets. Et j'avais l'envie de passer à la forme romanesque depuis longtemps, ne sachant pas si j'en étais capable. Donc dans un premier temps, ça devait être un exercice de style simplement, pour voir si je pouvais aller au bout d'un roman, justement. Et puis finalement, l'histoire m'a rattrapée et la démarche n'a plus été si neutre que ça. Et justement, c'est le thème du roman qui est assez actuel, si on peut dire, et qui interpelle pourquoi ce sujet? Alors le premier fil que j'ai pu tirer, c'était celui du syndrome de l'accent étranger que j'ai découvert par hasard par la lecture d'un article dans un magazine, puisque c'est un syndrome qui existe réellement. Donc suite à un accident ou à un choc, on peut contracter un accent qui n'a absolument rien à voir avec nous, qu'on ne connaissait pas du tout auparavant, et donc qui peut changer totalement notre vie. Donc ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit comment un simple détail peut faire basculer une vie et peut réellement changer les choses. Comment on peut être aussi attaché à des détails comme un accent. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, en écrivant le livre, ce sont les personnages qui m'ont emmenée dans la suite de l'histoire. Puisque j'avais placé l'histoire à Paris avec une volonté d'un lieu assez neutre, une grande ville où des tas de destins peuvent se croiser finalement. Et il se trouve que je me suis retrouvée avec un Mauricien, un personnage d'origine bretonne, qui sont moi-même mes origines de métissage. Donc peut-être qu'on parle bien finalement de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime. Et ces personnages-là m'ont emmenée dans un quartier populaire à Paris. Il se trouve que le centre de la Bulle, qui est le centre d'accueil des migrants à Paris, qui a été monté suite au démantèlement de la jungle, qui a été arrêté d'ailleurs depuis, s'est ouvert à 2 rues de là où j'avais placé tous mes personnages. Donc je ne pouvais pas ne pas en parler, même si le roman ne parle pas du tout que de ça. Mais disons que cette thématique-là m'est arrivée par le biais de l'histoire. C'est l'histoire qui m'a amenée à ça. C'est pas moi qui ai choisi. Vous dites bien que vous transposez un peu de vous dans ce roman. Et au travers de ce thème de la migration, des rencontres entre migrants, est-ce que c'est un peu de vous que vous racontez dans ce livre? Alors non, ce n'est pas du tout autobiographique. Évidemment, les thèmes sont des thèmes qui me sont chers, dont j'ai déjà parlé dans des nouvelles et que je reprends ici. Donc le métissage, les migrations au pluriel, les migrations choisies, les migrations non choisies, qui sont aussi partie d'un thème plus large que celui du voyage, qui me tient particulièrement à cœur. Mais non, ce n'est pas autobiographique. Par contre, c'est tiré d'observations et de choses que j'ai lues, de choses que j'ai entendues. C'est pour ça qu'au début du livre, je dis « tout est vrai ». Alors je dis « tout est vrai », mais c'est une fiction, hein, entendons-nous bien. Mais ce qui n'a pas été inspiré par des... C'est une fiction qui se nourrit de réel. C'est une fiction qui se nourrit de réel, mais finalement, si on pousse la réflexion sur ce sujet-là un peu plus loin, tout ce qu'on écrit est réel. Parce que soit on s'inspire du réel, de choses qu'on a entendues et après qu'on arrange à notre sauce, soit ce qu'on écrit existe quelque part dans le monde. À moins peut-être de toucher à de la science-fiction où là on n'a pas encore la preuve que ça peut exister. Mais finalement la vie est bien plus inventive que ce que nous on peut coucher sur le papier, d'après moi. Mariam, vous êtes vous-même le fruit du métissage. Est-ce qu'on est bien accepté quand on quitte son île pour le continent?
comment avez-vous abordé ce problème du voyage, du départ et de l'exil? Alors, dans le cas du roman, l'exil ou le départ en tout cas, puisque c'est un départ choisi malgré tout, est lié à des causes assez dramatiques et douloureuses. Donc le personnage, un des personnages principaux du roman, qui s'appelle Désiré, part suite à quelque chose d'extrêmement dur. Donc il part avec énormément de rancune envers son pays, envers le fonctionnement de son pays, et ses défauts et sa noirceur. Et finalement, la rencontre virtuelle avec Alex, qui est un écrivain, puisqu'ils correspondent de manière épistolaire, donc par lettres, mais anonymement, va lui permettre de raconter son île et finalement de renouer avec ce qu'il aime dans son pays, ce qu'il aime dans sa propre histoire. Finalement, c'est cette correspondance qui va lui permettre de se réconcilier réellement avec son origine et avec lui-même. Comment le livre a été accueilli à Paris, en Bretagne? Alors, est-ce que le thème a interpellé les gens là-bas? Le thème a beaucoup interpellé, dans le sens où il se trouve qu'effectivement il y a un peu d'actualité dans ce thème. Alors, pour être tout à fait honnête, ça n'était pas calculé. Au contraire, parce qu'il y a des clichés quelque part dans ce livre. On parle des migrants, le Mauricien qui est présent dans le livre est un immigré illégal éboueur à Paris. Si j'avais choisi réellement, j'aurais pas choisi ça du tout. Parce que justement, ça m'aurait énervé de dire ce sont des clichés, on va pas tomber là-dedans, etc. C'est l'histoire qui m'a menée à ça. Et finalement, le fait d'être dans l'actualité, moi, ça m'a amené à m'engager sur un thème qui m'était cher de toute manière, donc à savoir auprès des migrants par le biais d'une association bretonne d'ailleurs, qui aide les personnes qui viennent d'arriver à Paris et qui dorment dans la rue, puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a des centaines de personnes qui dorment dans la rue aux portes de Paris. Et quand je dis aux portes, c'est le long d'une station de métro, hein, donc on est dans Paris quand même. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre point, c'est que finalement, ce statut qui peut sembler dévalorisant et très cliché, pour moi, c'est un statut clé, un statut d'observateur de la cité. C'est-à-dire, qui nettoie la cité, qui remet à neuf la cité, ce sont ces personnes. La cité ou nos campagnes également. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. C'est vrai à Maurice, c'est vrai à Paris. C'est-à-dire qu'avec nos fonctionnements contemporains, on laisse énormément de déchets derrière nous, dans tous les sens du terme. Et il y a des gens qui nettoient ça discrètement. Et tous les jours, on a l'impression que c'est beau et que c'est neuf. Et sans ces personnes-là, notre monde moderne ne fonctionne pas. Et je trouvais que finalement, ce n'était pas un statut si dévalorisant que ça. Au contraire, quand on y réfléchit, c'est un statut clé. Vous avez écrit de la nouvelle et maintenant le roman. Quelles ont été vos influences littéraires? Alors, quel est l'écrivain qui vous a donné envie d'écrire? Il y a une multitude d'écrivains qui m'ont donné envie d'écrire, ça c'est certain. La toute première personne qui m'a donné envie d'écrire, alors finalement on en revient toujours à ses origines familiales, c'est peut-être mon grand-père, du côté breton. C'est un monsieur qui n'a pas été longtemps à l'école, mais qui a toujours aimé sa langue, qui est le breton, qu'on a complètement arraché de cette population, puisqu'ils avaient interdiction de parler le breton à l'école. On les punissait, on les stigmatisait, mais malgré tout, il est toujours resté amoureux de sa langue. Donc il a toujours écrit dans sa langue des chansons, des poèmes, et puis ça s'est perdu avec les générations. Donc peut-être que la première personne qui m'a donné envie d'écrire n'est pas un grand nom de l'écriture, c'est juste un petit paysan breton qui, dans son coin, s'est accroché à la beauté de ses mots. Voilà. Et nouvelle, roman, est-ce qu'il y a une suite à ce qui ressemble à une carrière littéraire? Alors, je n'oserais pas parler de carrière, mais en tout cas, il y a une envie et au-delà de l'envie, un besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait des choses extraordinaires, mais ça veut dire qu'on a besoin de les faire. Donc oui, il y aura une suite. Et vous travaillez sur quoi, en fait, après ce premier roman? En ce moment, je travaille sur différentes choses. Il y a un projet qui est déjà assez abouti. Là, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un conte initiatique
pour les enfants. Donc l'ambition de ce conte est de pouvoir être lu depuis les tout premiers lecteurs jusqu'aux adultes. Donc il y a différents niveaux de lecture dans le livre et ce projet est né au cours d'une résidence en Bretagne, dans un centre culturel à Grandchamp qui s'appelle la Villa Grégam. Le lieu s'appelle la Villa Grégam. Et donc j'ai pu rencontrer Pierre-Antoine Riot, qui n'est pas illustrateur à l'origine, il est street artiste, bien qu'il dénigre ce terme parce que voilà, c'est un peu compliqué dans ce milieu-là de dire ce qu'on est, mais aussi graveur, dessinateur, etc. Et de cette rencontre est née l'envie de créer quelque chose en littérature jeunesse, mais qui soit malgré tout lisible par tout le monde. Donc on est en train de travailler voilà, autour de cette histoire d'un petit éléphant qui découvre le monde et qui en revient avec un peu plus de sagesse. C'est ce qu'on essaye tous de faire. Donc ça, c'est un projet à quatre mains. Et de mon côté, j'ai plusieurs pistes. Donc des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça pourrait être un polar assez décalé autour du poil. Donc voilà, le poil. Donc voilà, donc c'est déjà très spécial. Ou alors, ça c'est quelque chose qui me prendra beaucoup plus de temps. C'est un roman plus historique qui relie Port-Louis, mon Port-Louis breton, à côté duquel j'habite en Bretagne, au Port-Louis mauricien, bien que le Port-Louis mauricien, le nom ne vient pas du tout de Port-Louis. Mais voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Et là, ça me demande beaucoup plus de recherche, donc ça prendra plus de temps. Mariam, je vous remercie. Merci à vous. Vous dites préférer écrire. Vous avez de la chance de savoir. Moi, je ne peux que parler dans ma tête. Depuis longtemps, c'est ce que je fais. Mais j'ai trouvé votre histoire. Puis j'ai trouvé un stylo, une main, et me voici. Envoyez Sophie Van Hermer à l'île Maurice. Dina Robin, île des Circé, Île-de-France et Mauritius. Île d'argent, signe sans elle, un pays et un prince. Les noms de cette terre insulaire en sont la preuve. Elle peut être interprétée de 1000 manières. L'île Maurice sera l'île de votre accent créole, un de ceux qu'on connaît moins. On ne l'entend pas dans les médias de ce côté du monde. On ne l'identifie pas. Il est doux, mais prégnant. Parfois, on doit partir pour tout recommencer. Sophie a fait une sortie de route. Pour la première fois, elle a l'occasion d'emprunter un chemin totalement différent, un chemin de traverse. Pour cette raison, laissez-la s'échapper. Si vous voulez, je vous parlerai de là-bas. Si vous le souhaitez, nous pourrons accompagner Sophie ensemble. Je serai votre guide pour un tourisme d'un autre genre. Je partagerai, comme je peux, le bleu des montagnes, la lumière blanche et la pluie tropicale sur le bois noir. Je vous dirai le goût inconnu d'un bouillon de bread ou de la chair des ânes et celui des gens que je sais et que j'aime. À vous, je pourrais dire des choses vraies. Je réalise que cela me manquait.